Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette inauguration d'une nouvelle formule, d'une nouvelle forme de conférence, des conférences performées de la chaire Beauté. La chaire Beauté est une chaire de recherche et de formation transdisciplinaire, donc qui souhaite balayer le spectre de toutes les disciplines, des sciences les plus exactes aux arts les plus dérivatifs. Et donc une chaire de recherche rattachée à l'université PSL, que nous remercions très vivement ce soir, ainsi que les Beaux-Arts de Paris qui nous accueillent dans ce magnifique amphithéâtre d'honneur qui n'est pas chauffé, mais qui est splendide. Pour inaugurer cette nouvelle formule, nous sommes très heureux de recevoir ce soir Suzanne Debec, qui a écrit, monté et qui joue dans cette pièce qui tourne actuellement en France, qui s'intitule « Tenir debout », qui a tourné dans toute la France, qui continue en Bretagne très prochainement et qui sera la saison prochaine à nouveau à Paris, au Théâtre du Rond-Point, à partir du 18 septembre, donc de mi-septembre à mi-octobre. On pourra voir la pièce de Suzanne Debec, Tenir debout, dont elle va nous présenter une lecture de texte, donc de certains extraits, donc un avant-goût du spectacle. Donc la séance d'aujourd'hui s'organise en deux temps. Donc on a d'abord cette petite performance, cette lecture de texte par Suzanne Debec, puis elle sera rejointe par quatre chercheuses dans des disciplines assez proches, mais qui vont quand même de l'anthropologie, la paléontologie, la sociologie, pour discuter de ce sujet que vous allez identifier très vite, qui est la question de la sélection de la beauté. Donc on va interroger, faut-il, peut-on, doit-on sélectionner la beauté? Et pour rapprocher la question de notre regard, pour rapprocher la question, rapprocher l'objet de nos interrogations, on commence donc par la lecture de texte de Suzanne Debec, qu'on remercie d'emblée. Je m'appelle Lauraline Desherbais. J'ai 24 ans. J'habite à Dissay, à côté de Poitiers. Dissay, c'est pas vraiment la ville, mais c'est pas vraiment la campagne non plus. C'est la moyenne ville, je dirais. Il y a des magasins. Il y a une zone industrielle. Après, on a un beau château aussi. D'ailleurs, j'ai déjà fait plein de photos là-bas. À la base, je viens d'un petit village qui s'appelle Persac. Donc, c'est dans le sud de Vienne. J'ai fait un bac professionnel en secrétariat et ensuite, j'ai poussé mes petites études. J'ai fait bac+2. J'ai été en BTS en Charente-Maritime à Saint-Jean-d'Angers et du coup, j'ai fait en alternance. Et c'est là que j'ai trouvé mon travail. Et je suis toujours à mon entreprise depuis, j'y suis, ça va faire 6 ans. Je suis assistante commerciale. Donc, je gère tout ce qui est papier, facture. Avec mon entreprise, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est matériel de travaux publics, manutention, matériel industriel. C'est moi qui mets en relation le commercial avec le client, tous les mails, je reçois les appels, je gère aussi les réseaux sociaux. On a une page Facebook, Instagram, c'est moi qui gère tout ça. Quand j'étais petite, je ne sais plus trop comment on dit. Je voulais être babysitteuse. Ça se dit comme ça. Enfin bref, je voulais faire ça.
Et après, les enfants, dès qu'ils pleuraient, ça me faisait peur. Donc, du coup, j'ai dit, bah non, ça va pas être possible. Après, j'aurais bien voulu rentrer dans l'armée. J'adore tout ce qui est un peu carré. Je sais pas, ça me plaît l'uniforme, le fait que ce soit des règles strictes. J'ai un caractère assez fort, on va dire. Je suis très sensible. J'ai toujours été inspirée par le costume en lui-même et ce qui se dégage de tout ça, mais j'ai jamais eu le cran d'y aller. J'ai appelé plusieurs fois, mais j'ai jamais eu le cran d'y aller parce que c'est beaucoup de sport et moi, je suis pas très sportive et j'aime bien manger, mais j'aime bien quand c'est droit, en fait. Je suis une fille indépendante. Mes collègues, ils disent que je suis maniaque. Ils viennent exprès dans mon bureau pour foutre un peu le bordel, ils mettent des stylos sous les tables et tout. Mais moi, je trouve pas que je suis maniaque parce que pour moi, maniaque, c'est quand c'est vraiment clean partout, partout. Surtout dans le milieu où je suis, c'est vraiment du cambouis, tout ça. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est rangé, quoi. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai mon petit appart. Depuis que j'ai commencé l'alternance, j'ai pas envie de rentrer chez mes parents, c'est la peur que j'ai. C'est un jour perdre mon travail et devoir retourner chez mes parents, c'est ma peur. Attention, je suis très famille. Je vis avec mon chat. Elle s'appelle Dolly. Je l'ai depuis 11 ans. J'ai été élevée à la ferme, donc j'adore les animaux. Mon père est agriculteur, donc ouais, les animaux, j'adore. En fait, un jour, c'est une histoire improbable. Un jour, il y a le cousin de mon père. Bonjour. Il y a le cousin de mon père, il m'envoie un message via Facebook en me disant « J'ai un ami photographe, faut que je te le présente, faut que je vous mette en contact. Tu pourrais faire des photos avec lui vu que t'es mignonne. » Du coup, je l'appelle, je lui dis « C'est quoi ton truc là ?» Et il me dit « J'ai un ami photographe. Faut que je te le présente, faut que je vous mette en contact, tu pourrais faire des photos avec lui vu que t'es mignonne. Et pourquoi pas en faire ton métier ou quoi, tu vois. » Du coup, j'ai dit OK. Allez, lançons-nous. Et puis, fin d'année 2016, mon grand-père, il me prend à l'entrée de la porte et il me tend un petit bout de papier pour l'élection Miss Haut-Poitou-Éclin. J'avais 20 ans. C'est une petite élection locale. C'est à Neuville-de-Poitou, c'est normal, tu connais pas. Bonjour. Et du coup, je le regarde, je lui dis, ça veut dire il faut que je m'inscrive, si je comprends bien. Mon grand-père, il me regarde, il avait les yeux comme ça. Il avait des étoiles dans les yeux. Mon grand-père, c'est tout ce qui me reste. Genre, j'ai plus mon autre grand-père, donc c'est tout ce qui me reste. Et moi, je voulais trop lui faire plaisir. Et moi, c'est un milieu que j'adore. Tout ce qui est mode, maquillage, tout ça, j'adore. Donc, je m'inscris. Donc, j'ai été sélectionnée. L'euphorie. Et je me suis dit, bon, bah, va falloir que tu te bouges là, parce que moi, rien que d'être en soirée, quand j'étais petite, on avait été à un voyage scolaire et il y avait une boum à la fin. Et bah, moi, j'étais celle qui tenait le mur. Hein. Je ne pouvais pas danser. J'avais honte, j'avais peur, je sais pas, j'étais pas bien dans ma peau, enfin, je sais pas, j'étais trop timide, quoi. Maintenant, ça va. Je m'accepte. Bon, dire je m'aime, c'est peut-être un mot un peu fort. Hein. Il y a des jours, je me lève, je me dis, tu ressembles à rien. Hein. C'est normal, t'es seule. Je suis très exigeante. Hein. Je me clash toute seule. Hein. Il y en a, c'est pire. Hein. Il y en a qui sont dans un pire état que moi, en mode dépressive. Hein. Genre, je suis pas bien, je suis pas belle, moi ça va, c'est pas à ce point-là, faut pas croire. Hein. Les filles, à l'élection de cette année, elles n'ont pas toute confiance en elles, ça se voit de ouf.
Il y en a qui ont confiance, bon, peut-être un peu trop, du coup, elles sont genre hautaines. Je dirais pas de nom, hein. Après, chacun sa personnalité. Il y en a, c'est une image aussi qu'elle se donne en mode je suis trop belle, mais à l'intérieur, c'est oh putain, je suis trop dégueu, je vais jamais gagner. Il y a certaines filles qui étaient plus en retrait, je trouve, cette année. Après, c'est une question de feeling, tu vois. Tu peux pas t'entendre bonjour. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Mais il y avait plus de filles qui étaient en mode, cette année, focus, tu vois. Moi, j'étais là en mode peace, les gars. Oula. J'ai appris mon discours une demi-heure avant. Alors oui, forcément, hein, on veut tout être sur le podium. Et on a, parce que c'est notre dernière année à cause de l'âge. Hein. Après, on est périmé. Donc, attends. Ah oui, je te disais. Donc, oui. Donc, l'histoire de mon grand-père. Donc, je fais l'élection en mars, et puis bon, bah, je gagne pas. Pas de podium. En fait, ça me faisait chier pour mon grand-père. Je sais pas comment on dit, j'avais peur de décevoir ma famille, tu vois. Et puis, à la fin de l'élection, il y a le papa à Magdalene Cholet, c'est Miss Poitou-Charentes 2016, qui vient me voir et qui me dit « T'as toutes tes chances pour Miss Poitou-Charentes 2017, tu devrais t'inscrire. » Je regarde ma maman. « T'as entendu ce qu'il vient de me dire là ?» Il m'a dit « T'as toutes tes chances. » J'ai un petit coup de pression là. C'est un truc de fou. Alors j'ai fait toutes les démarches. Je me suis inscrite. J'ai fait les photos. J'ai appris à défiler. Je suis allée au casting. En fait, au début, je pensais vraiment que ça allait être mort parce qu'en fait, je me suis mise à chialer. Je suis quelqu'un qui est très, très émotive. Et il me demande pourquoi je m'étais inscrite, tout ça. Et là, du coup, je commence à parler de mon grand-père. Et vu qu'il m'en reste plus qu'un, j'ai mes larmes, elles me sont remontées. Et je me disais, oh là 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 là. Et puis après, ils m'ont demandé la cause que je voulais défendre. Et à l'époque, c'était l'adoption. Et ils me demandent pourquoi. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des gens, enfin, il y a des enfants, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas d'amour. Moi, je peux leur apporter de l'amour, en fait. Et là, du coup, j'ai mes larmes, elles me sont remontées. Et je me suis dit, oh putain, là, je vais faire que chialer, là, c'est la cata. mais j'ai été sélectionnée. Et puis après, je les ai appelés pour leur dire, en fait, je viens de tomber malade. Donc, élection annulée, j'ai dû tout arrêter. Tu vois, on va dire que quand j'étais jeune, je sortais pas beaucoup. J'étais dans les études et puis mes amis étaient loin, c'était compliqué. Et là où j'ai fait mes études supérieures, j'ai pas réussi à me faire des amis en fait. J'ai pas réussi. C'est comme ça. Je suis pas une fille de groupe, tu vois. Parce que j'ai l'impression, plus t'as d'amis, plus il y a de l'embrouille. Mais c'est plus là. Donc là, ces dernières années, après ma maladie, que j'ai eu une envie de sortir, de profiter de la vie. Ma maladie, c'était en 2017. J'avais 21 ans. Et puis, j'ai été bloquée quand même 1 an avec la maladie, donc je sortais pas, j'étais fatiguée et puis je ressemblais à rien, clairement, donc je sortais pas beaucoup. Il y a 1 an qui s'est écoulé où il ne s'est rien passé dans ma vie à part des traitements. Et puis, quand j'ai été guérie, je me suis dit, meuf, mais la vie, elle est courte. Sors. Go, 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 go. Même toute seule.
Ça m'est déjà arrivé de boire un verre toute seule et puis voir des gens danser autour de moi, parler, pas forcément à moi, mais voir la vie autour de moi, et du coup, je me sens bien. C'est comme ça. Du coup, après, quand mes cheveux ont repoussé, je me suis dit, bon, allez, hein, on va retenter. J'avais pas une coiffure qui me plaisait vraiment, mais bon, au moins, j'ai des cheveux, quoi. Je me suis dit, bon, certes, t'as plus tes cheveux d'avant. Bon, certes, t'as une vieille cicatrice. Bon, en soi, elle est pas trop dégueu, ma cicatrice, ça va. Bon, t'as plein de trucs de merde, mais tu guéris. Donc, ça va revenir. Et après, tu seras rebelle. Alors, je me suis présentée à l'élection de Miss Poitou-Charentes 2019 et celle de 2020. T'as tellement plus de voix quand t'es Miss quelque chose. Enfin, c'est quand même un grade, tu vois ce que je veux dire? Tu deviens porte-parole. Elle l'a dit, Sylvie Tellier, quand t'as un titre comme ça, tu peux t'en servir pour porter la voix des plus petits et la porter plus haut. T'es entendu et écouté par plus de monde parce que quand t'es comme moi, une petite passante, t'es rien en fait. T'es une personne comme une autre. Alors que quand t'es une Miss, t'as beaucoup plus de vues, plus d'écoute des gens. Toutes les princesses sont belles. Ma mère, elle m'a coupé les cheveux 15 000 fois parce qu'à chaque fois, je voulais changer de tête. Je suis très girly. J'adore tout ce qui est film d'amour, film romantique, dramatique. J'adore. J'adore regarder la télé, les séries aussi, les frères Scott, Gossip Girl. Des trucs vraiment de filles, quoi. Je regarde pas de base trop les infos parce que je trouve que c'est trop triste, tu vois. Genre, t'as l'impression, tu regardes les infos, t'as envie de te tirer une balle, en fait. Hein. C'est tellement triste. Il y a rarement des trucs joyeux en mode « Oh, aujourd'hui, il a fait beau. » Non. Non. C'est « Oh, aujourd'hui, il y a eu une tuerie là. » Oh, aujourd'hui, il y a eu un attentat là. Oh, aujourd'hui, il y a eu un ouragan là. Moi, je prends beaucoup les émotions de ce que je vois, de ce que j'entends. Et si je regarde les infos, en fait, je serai en dépression tous les jours. Après, je regarde. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Je regarde quand le président y parle parce qu'il faut bien se tenir au courant de ce qu'on va devenir. Mais moi, je sais juste que Macron, j'ai pas voté pour lui, j'avais voté Le Pen. En soi, elle avait des bonnes idées. Alors, oui, elle est raciste et tout. Et moi, je suis pas raciste, hein, loin de là. Mais il y a des choses qu'elle défendait qui étaient intéressantes comparées à Macron. Enfin, lui, il est jeune, en fait. Je pense qu'elle aurait fait un putain de ménage. Instaurer des vraies règles. Lui, il est trop jeune, en fait. Il n'a jamais été père. Il lui manque certaines... Enfin, je crois que mon père aussi, il a voté Le Pen. Par contre, lui, c'est un putain de raciste. Hein. Parfois, il me sort des trucs. Je suis, mais... Enfin, ça va pas, quoi. Enfin, bref. La politique. Les journalistes, ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer de toute façon. Hein. C'est pour ça, moi, je préfère mes petits films à l'eau de rose. Après, j'ai déjà eu les mains dans le cambouis, les pieds dans la boue. Je suis quelqu'un qui vient de la campagne. Je peux être dégueulasse, mais le soir, je peux être une bimbo. Après, Miss France, il y a des règles. Et il y a des règles qui sont bonnes. Je pense qu'il faut des règles. Parce que sinon, ce serait vraiment le bordel, quoi.
comme dans une école, si tu n'as pas de règles, le collège, il est en feu, en fait. Après, moi, j'ai un tatouage, donc ouais, c'est pas dans les règles, je sais. J'ai dû mettre v'là le fond de teint pour le cacher. Après, l'organisation a été au courant. J'ai dû le mesurer, envoyer une photo, c'est carré. Moi, j'aime bien ça. C'est précis. On sait où on va. J'ai vécu seule pendant très longtemps. Enfin, je vis seule depuis très longtemps. Au début, je vivais à moitié seule, à moitié chez ma mère. Après, j'ai pris mon appart. J'ai failli retourner chez ma mère quand je suis tombée malade. Elle voulait absolument. Moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas retourner chez mes parents. Pour moi, c'était genre comme un échec. Genre la maladie qui me gagne. En plus, j'ai eu des petites complications. Genre, j'avais quelqu'un quand je suis tombée malade, ça faisait 1 mois à peu près. Et du coup, quand je lui ai annoncé, je lui ai dit, si tu veux te barrer, tu peux, quoi. Enfin, je comprendrai. C'est pas un truc facile à supporter. On se connaît pas trop, ça fait 1 mois et tout. Et il m'a dit, non, non, je serai là et tout. Et puis au final, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, il s'est barré. J'ai dû affronter le truc vraiment seule. Et en plus, j'ai dû vivre une déception amoureuse alors que j'étais en train de perdre mes cheveux, c'était vraiment chaud. Heureusement, j'avais ma mère. Je suis quelqu'un de girly, tu vois. J'adore me coiffer. J'ai eu l'impression de perdre ma féminité. Et en plus, c'est que vraiment, c'est pas que les cheveux. C'est que vraiment, t'as plus de cils. T'as plus de sourcils. Ton visage, il est super vide. Ça fait malade, quoi. Ton visage, t'as l'impression il est tout boursouflé parce que t'as plus de traits de visage, en fait. J'ai eu l'impression de perdre mon visage. Alors ouais, en soi, je me maquillais et tout. Il y en a plein qui disaient « Oh, on dirait tes vrais sourcils ». Je fais « je peux te dire, tu prends le coup de main vite. » Au début, il y a une dame qui m'accompagnait. J'étais là, non, mais en fait, je m'en bats les couilles. En fait, j'étais vraiment saoulée par la vie. Elle m'avait mis une énorme frappe, quoi. Sbrr. Au début, il y a quelqu'un qui m'accompagnait. Ma tante est venue, ma mère aussi. Il y a eu une amie. Au bout d'un moment, je ne demandais plus. J'étais tellement crevée pendant que le traitement y rentrait. Je me calais, je mettais un film, je m'endormais devant. C'était soit j'avais la nausée, soit je dormais. Donc je me suis dit au final, s'il y a quelqu'un qui t'accompagne, elle va se faire chier, quoi. Je ne pouvais pas. Ça me faisait du tort. Me ressentir belle, ouais. Ça faisait partie de la guérison. Alors, quand j'ai eu mes petits cheveux, oh là là, au début, c'est des petits cheveux de bébé. C'est tout doux. C'est tout fin, c'est trop mignon et ça fait des petites boucles comme ça. Après, en fait, il y a 3 types de cheveux différents. Après, les cheveux, ils commencent à être plus épais, mais alors vachement épais.
et ils étaient bouclés, genre caniche, quoi. Et j'étais brune. Et après la première élection, je me suis dit, je vais les recouper parce que c'était dégueulasse. Et je me suis dit, je vais me faire un petit carré avec une petite frange. Et à ce moment-là, mes cheveux, ils ont commencé à s'éclaircir et à redevenir raides comme ma pousse d'avant la maladie. Scientifiquement parlant, les médecins, ils ne savent pas comment le cancer il est arrivé. Et ouais, il n'y a rien. C'est comme ça. J'ai fait des tests, tout va bien. C'est pas à cause de ma pilule, c'est pas hormonal, j'ai pas un mauvais gène ou quoi, il n'y a rien. C'est comme ça. Après, moi, je crois à tout ce qui est les trucs, les dons, les machins et tout. Et j'avais vu une dame et elle m'avait expliqué pourquoi. Et je me suis dit, bah ouais, c'est possible que ce soit ça en fait. Parce que scientifiquement, il n'y a rien. Donc, ça peut que être un truc bizarre comme ça. Un lundi matin, ça te tombe dessus. Tu sens une grosseur. Tu te dis, merde, j'avais mal. Je ne pouvais plus mettre de soutien-gorge tellement j'avais mal. C'était une galère. J'ai demandé à faire une écho. À l'écho, il n'y avait rien. J'ai demandé à faire une biopsie. C'est quand ils te piquent une aiguille dans la tumeur. J'ai eu les résultats plus tôt que prévu. Ils m'ont dit venez accompagner. Au moins, t'es sûr, hein, quand on te dit venez accompagner, là, c'est la merde. Hein. Ils me l'ont annoncé un vendredi matin à 10h. J'étais avec ma mère. Ils m'ont dit on vous a pris un rendez-vous pour ça, un rendez-vous pour là, un rendez-vous pour ça, un rendez-vous pour ça. J'étais là, mais moi, je m'en bats les couilles, en fait. Je vais mourir. Sinon, je collectionne les Bouddhas. Je dois en avoir une 20aine chez moi. C'est un truc de fou. Je ne sais plus en quelle année ça a commencé. Ma mère qui m'offre un Bouddha à Noël. Bon, pour ceux qui croient au Père Noël, je suis désolée. Hein. Après, je faisais les courses, je voyais des Bouddhas partout. Un Bouddha là, un Bouddha là, un Bouddha là, un Bouddha là. Le plus grand des Bouddhas que j'ai eu, il mesure 1,06 m. Il est magnifique. Hein. Le truc, il m'arrive à la taille. Hein. Il est magnifique. Je suis trop refaite. Par contre, il a coûté une blinde. Quand je l'ai vu, ma mère, elle a fait ouais, il y a le Père Noël dans pas longtemps, un petit cadeau groupé, ça passe. Donc, le plus grand, il fait 1,06 m et le plus petit, il doit faire 5 cm. Voilà. Merci. Alors, je suis Claudine Cohen, je suis historienne et philosophe des sciences, directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE, dans la section des sciences de la vie et de la terre. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences paléontologiques, de la préhistoire, et en particulier sur la place des femmes dans la préhistoire. Bonjour, je suis Gabrielle Smith, je suis metteuse en scène, je travaille notamment sur la figure de Polichinelle et sur des parades amoureuses de Polichinelle, donc sur une sorte d'érotisme un peu cocasse. Et par ailleurs, je fais une thèse en histoire de l'art sur les rapports entre les mondes de la mode et de la prostitution à Paris au XIXe siècle,
Donc, bon, pour être juste un peu plus précise sur l'influence du vestiaire des courtisanes sur la mode et sur la naissance notamment du métier de mannequin et sur la naissance des défilés de mode. Voilà. Bonsoir, je suis Camille Couvry, enseignante-chercheuse à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, rattachée au laboratoire de sociologie, le centre Max Weber. Et je travaille depuis longtemps sur les pratiques corporelles et esthétiques, essentiellement au prisme de la classe sociale et du genre. Et j'ai réalisé ma thèse de sociologie sur les concours de beauté, beaucoup à l'échelon local, même si pas seulement, en essayant, un peu comme Suzanne, de comprendre comment c'était organisé, ce que les femmes qui participent viennent faire dans ces concours, quel sens elles donnent à ces concours et qu'est-ce qu'elles en font. Bonjour, je suis Maria Francesca Martinez-Tagliavia, je suis directrice du musée d'art moderne de la ville de Palerme et du musée ethnographique sicilien de la ville de Palerme. J'ai écrit beaucoup sur les thèmes à l'intersection entre les sciences sociales et la visualité. Et notamment, je me suis occupée de la construction du charisme berlusconien à travers la figure de la Velina, qui est une figure, disons, symbolique de la télévision italienne qui a cristallisé les accents sexistes et caractérisant l'Italie contemporaine. Voilà. Merci de m'avoir invitée. Et bonsoir, je m'appelle Suzanne Debec et je suis actrice et metteuse en scène du spectacle Tenir debout, dont je vous ai lu un petit extrait juste là. Ce spectacle raconte en fait mon immersion. Je me suis présentée au concours de Miss Poitou-Charentes en 2020. Pas pour vraiment me présenter au concours, mais pour, à travers mon corps, vivre cette expérience et rencontrer les autres candidates, parce que je me demandais quels étaient leurs désirs et pourquoi elles se présentaient au concours de beauté. Et le spectacle se divise en deux parties. Une première partie plus théâtrale qui raconte mon expérience dans ce concours, et une deuxième partie qui est en fait centrée sur les témoignages des candidates qui ont participé à ce concours cette année-là. Et le témoignage que je vous ai lu, c'est l'avis d'une de ces candidates, donc ce n'est pas une écriture de ma part, c'est vraiment ses paroles à elle, voilà, qu'elle a voulu me donner. Et je suis très contente de parler avec vous. Bien, alors nous avons entendu ce texte très très beau, très émouvant, qui est effectivement rapporté verbatim, mais qui est dans ce cadre-là, dans ce cadre d'une approche des concours de beauté tout à fait surprenant, nouveau, parce qu'on n'attend pas du tout ce genre de discours. Et d'ailleurs, on n'attend pas du tout que ce soit des femmes qui prennent la parole pour parler de ce genre de choses. Et en fait, moi j'ai été très, très prise, très impressionnée par ce travail, qui est une enquête à la fois documentaire sur soi-même comme cobaye, comme objet d'expérience que Suzanne a mené à travers cet engagement dans la carrière de Miss, à travers même ce qu'elle présente comme un dressage pratiquement, puisqu'il y a des coups de fouet qui la font galoper, elle apprend à marcher, elle apprend à faire un tas de choses dans ce cadre. Et puis aussi une enquête sociologique donc, qui nous fait comprendre les motivations profondes de ces jeunes filles, motivations complexes, et qui sont loin d'un discours normé, stéréotypé, tel qu'on pourrait l'entendre dans la voix officielle qui rapporte ces propos.
Et donc, on voit comment, à travers cet apprentissage des comportements de la Miss, marcher, s'habiller, avoir des gestes, etc., il y a toutes sortes d'affects, de sentiments, de plaisir, mais aussi de souffrance. Il y a un moment où Suzanne, quand elle rapporte sa propre expérience, à un moment, elle s'arrête, elle dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» C'est terrible, presque à en pleurer. Souffrance donc de l'effort, souffrance de l'échec, souffrance aussi de se comparer aux autres, tout ce qui peut être la rivalité, etc. Et donc on a là une double enquête tout à fait passionnante qui renouvelle complètement ce genre du discours sur la beauté et sur le concours de beauté. Alors je dis ce genre parce qu'en fait, des concours de beauté, on en entend parler depuis très 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 longtemps. Alors, Clélia voulait que je vous parle des statuettes préhistoriques comme reflétant des sortes de reines de beauté. J'avais même fait un petit PowerPoint pour les faire défiler là. Mais bon, c'est un petit peu, disons, difficile de prouver ce genre de choses. Elles représentent certainement quelque chose. La beauté, je ne sais pas. En tout cas, elles ont un rôle symbolique que j'ai essayé d'étudier dans différents travaux. Mais pourquoi pas ? Mais c'est vrai que l'abbé Breuil, par exemple, quand il a vu la Vénus de Willendorf, cette Vénus avec des seins énormes, un ventre énorme aussi, et puis le sexe tracé, etc., il a dit c'est un réalisme poussé jusqu'à l'horrible. Donc ce n'était pas du tout la beauté qui était mise en avant dans cette vision. Mais Picasso, quand il a vu la Vénus de Lespugue, a dit qu'on n'avait jamais rien fait depuis, et il l'a mise sur son bureau en évidence, comme quelque chose qui traduisait son propre sens de la beauté. Donc il y a ici des débats. Mais je dis que ce sont des racines très très profondes. Alors on ne va pas remonter à la préhistoire, mais on peut remonter même à la mythologie grecque. Après tout, le jugement de Paris, cette pomme de discorde qu'il s'agissait d'attribuer, qui ouvrait la possibilité d'attribuer le mérite de la plus belle à 3 déesses, c'était Héra, Athéna et Aphrodite. Et puis, on a demandé à Paris, un berger, de choisir la plus belle, et il a choisi Aphrodite, et d'où s'est suivi toutes sortes de catastrophes, le rapt d'Hélène, et puis l'origine de la guerre de Troie, et toutes les discordes qui en ont suivi. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre mythologie, en quelque sorte. Mais je voudrais faire allusion à quelque chose qui est peut-être disons d'un autre ordre, mais qui est aussi très, très intéressant à ce sujet, c'est ce que dit Darwin à propos de ce qu'il appelle la sélection sexuelle. Et donc Darwin, en 1871, écrit un livre qui est ici, dont j'ai la première traduction française, un beau livre que j'ai beaucoup lu, et qui n'a pas été beaucoup lu dans l'histoire de la pensée évolutionniste. Et on connaît l'origine des espèces de 1859, mais moins ce texte donc, sur la descendance de l'homme et la sélection sexuelle. Et dans ce livre, il développe des idées tout à fait intéressantes, précisément sur le rôle de la beauté. Et il explique que chez tous les animaux sexués, eh bien, il y a un certain nombre de critères de choix du partenaire qui sont des critères de goût. Alors, on aime tel ou tel aspect chez l'autre et on le choisit comme partenaire. Ça peut être la voix, ça peut être l'apparence, ça peut être ce qu'on juge être la beauté. Et il explique, alors c'est un gros livre, il y a plein de chapitres où il parle des animaux, il parle en particulier des oiseaux, où le mâle est très très orné, vous connaissez le paon avec ses ocelles et sa queue extraordinaire, qui séduit la femelle, qui elle est toute pâle, tout à fait banale. Donc c'est le mâle qui séduit la femelle. Et le concours de beauté, c'est les mâles qui le jouent. Ils le jouent à travers leur apparence, ils le jouent aussi à travers le développement d'appendices extraordinaires, des bois très très développés. Même ça les empêche de vivre correctement, et ça leur sert aussi parfois à se battre. Enfin, il y a tout un ensemble de traits masculins qui sont, enfin de traits mâles, qui sont endossés dans le règne animal. Et alors, une chose étrange, c'est que chez l'homme,
enfin, chez l'homme avec un grand H, dans l'espèce humaine, eh bien, Darwin montre que les choses se renversent. Les choses se renversent parce que, alors il a une explication, les femmes ont sélectionné toujours les hommes les plus forts, qui pouvaient les défendre, les plus beaux pour elles, etc. Et puis les hommes ont fini par prendre le pouvoir, justement parce qu'ils étaient plus costauds et que, voilà, ils les ont dominés, l'origine de la domination masculine, et ils ont choisi les femmes qui leur plaisaient le plus. Et du coup, il dit que c'est la sélection de la beauté qui est la forme de sélection sexuelle dans l'espèce humaine, enfin dans l'histoire de la famille humaine. Et c'est comme ça que, dit-il, les femmes sont devenues de plus en plus belles par la sélection par les hommes. Et donc c'est ainsi que non seulement les femmes sont devenues plus belles, mais l'espèce elle-même est devenue plus belle, puisque la beauté s'est répandue dans toute l'espèce. Et pas seulement la beauté, d'ailleurs, ce que les hommes sélectionnent, c'est d'autres talents, d'autres critères, comme la douceur, l'altruisme, la générosité, etc. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser, même si on est quand même très loin de la sélection sexuelle dans ce que nous présente Suzanne et dans les concours de beauté, je ne suis pas loin de penser qu'au fond, c'est tous ces critères-là, la beauté, les ornements. Alors Darwin dit que les femmes se parent des ornements des oiseaux mâles, justement pour séduire les mâles de leur espèce. Donc il y a une espèce de renversement. Elles savent toute la puissance de la beauté, elles savent qu'il faut se décorer, s'orner, se maquiller, etc. Et puis, donc il y a tout cet ensemble de qualités morales qui sont aussi, dit Darwin, bon, je ne dis pas qu'il a parfaitement raison, mais qui sont aussi sélectionnées par les hommes parce que c'est quelque chose qui leur plaît et qui leur sert. Voilà. Et donc, Darwin développe beaucoup, je ne vais pas parler plus longtemps de ça, mais je pense que c'est important d'y faire allusion. Et donc, c'est un critère, cette sélection de la beauté, qui est à la fois biologique, pour la reproduction, mais c'est aussi social. Il parle du mariage. Il dit importance de la beauté dans les mariages humains. Donc, c'est quelque chose qui se développe qui développe la société humaine et qui se développe dans les sociétés humaines. Et alors il apporte toutes sortes de détails sur la manière dont parfois ça ne marche pas tout à fait, parce qu'il y a d'autres critères qui peuvent entrer en jeu. Il dit effectivement, dans nos sociétés, il y a la fortune, il y a le rang social, etc. Mais d'une façon générale, les classes dominantes, dit-il, ont pu choisir les femmes les plus belles, justement parce que c'est celles qui avaient à la fois la richesse, qui avaient donc le pouvoir, et qu'elles ont pu ainsi sélectionner la beauté. Donc il y a, si vous voulez, ce double aspect, qui est un aspect à la fois biologique dans la reproduction, mais aussi social dans la différence des classes et dans la hiérarchie, en quelque sorte, dans la hiérarchie sociale. Et donc, je pense que c'est autour de cette question sociale qu'on peut essayer de réfléchir d'abord, parce que, au fond, moi j'ai été frappée par le fait qu'il y a dans le discours des concours de beauté, il y a évidemment cette notion élitiste, cette notion d'élitisme. Il faut être non seulement la plus belle, mais aussi celle qui sait parler, celle qui sait défendre une cause, etc. Et puis on devient la reine. Il y a quand même tout ce vocabulaire de la hiérarchie sociale. On a des dauphines, voilà. Donc on reconstruit une espèce d'aristocratie à partir d'un concours démocratique, puisque tout le monde peut se présenter, même la petite paysanne du Poitou-Charentes. Mais finalement, on reconduit une sorte de hiérarchie à travers cette notion de beauté. Alors j'étais très touchée par le fait que la fille dont vous êtes la porte-parole ne dit pas tout à fait ça. Elle dit quand on est Miss, eh bien on peut servir des causes, on peut défendre même les petits, on peut, voilà. Donc elle ne se sent pas l'idée d'avoir un rôle de reine ou de hiérarchie sociale, mais l'idée de pouvoir faire des choses, un pouvoir d'agir socialement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et donc, il y a toute une sorte d'ascension sociale à travers cette
cette quête de cette reconnaissance à travers ces concours de beauté. Donc voilà, je pense que ce sont des choses qui sont anciennes, qui sont remodelées dans votre discours, et je trouve ça tout à fait passionnant. Alors si j'avais deux questions à vous poser, Suzanne, la première, c'est peut-être une question un peu... qui est en filigrane quand même de tout votre travail, c'est le rapport au théâtre. Parce que, et je crois que c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les travaux de Gabriel et d'autres, certains de nos invités ici, la théâtralisation des comportements, et comment vous, en tant que comédienne, hein, vous avez décidé de vous intéresser à ça. Alors, vous citez une anecdote, hein, c'est votre beau-père qui vous a dit « si tu ne peux pas être comédienne, tu peux être Miss hein ». Mais justement, l'alternative est très intéressante. C'est quand même mettre en rapport deux choses qui ont quelque chose à voir entre elles. Donc, comment cette vision du théâtre joue un rôle dans ce choix que vous avez fait hein, et comment, en retour, comment la... Attendez, je cherche ce que j'avais écrit, mais bon, c'est pas grave, je peux le dire autrement. Hein. Comment, en explorant le désir des autres de devenir Miss, est-ce que ça vous a éclairé sur vos propres motivations pour devenir une actrice, pour exercer un métier qui n'est pas seulement un métier de sélection d'une personne, mais qui a d'autres caractéristiques hein, que le fait d'être une reine de beauté, mais qui engage un certain rapport au corps, un certain rapport au geste, un certain rapport au costume, un certain rapport au public. Je veux dire, comment est-ce que vous avez articulé pour vous, puisque vous avez fait parler les autres de leur expérience personnelle, je vous pose la question de votre expérience à vous, comment est-ce que ça a enrichi ou comment est-ce que ça a transformé votre propre motivation et votre propre engagement dans la théâtralité. Voilà. Et alors, il y avait une deuxième question que je vous pose tout de suite, mais vous y répondez si vous voulez ou pas. C'est la question de la place des hommes. Okay. Parce que les hommes, ils ont une drôle de place dans votre... ils sont ou absents, ou très, très, bon, un peu caricaturés. Et quand même, ces concours de beauté, ce sont des concours où les hommes jouent un rôle. Voilà, alors il n'y a pas de sexualité, mais il y a quand même quelque chose qui se joue de l'ordre de la séduction, de tout ça, du désir. Donc je voulais savoir comment, si vous avez éliminé cet aspect ou si vous le pensez d'une autre façon. Voilà. Alors je commence par la première question. Pour remettre un peu dans le contexte du spectacle, j'ai décidé aussi de m'inscrire à ce concours après la réaction de mon beau-père, donc un homme, où j'étais dans le Poitou-Charentes en train de faire les courses avec lui, et j'étais en train de passer les concours de théâtre pour devenir comédienne là il y a 4 ans à peu près. Et il m'a dit, j'étais très stressée et je pense qu'il voulait détendre l'atmosphère, et il m'a fait cette blague qui m'a complètement soufflée et qui m'a inspiré le projet et qui m'a séché. Il m'a dit, si tu n'as pas tes concours de théâtre, tu pourrais peut-être t'inscrire à Miss Poitou. Voilà. Il y a eu comme un grand froid dans le supermarché. Voilà. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi il met les Miss et les actrices dans son imaginaire, en fait, c'est la même chose, c'est un métier de représentation pareil. Et je me suis demandé, du coup, grâce à cette question, quelle actrice j'étais, où je voulais être, et aussi, du coup, quelles étaient ces différences, pourquoi moi j'avais un désir si profond d'être actrice, et pourquoi d'autres filles qui ont mon âge avaient le même désir d'être Miss. Et c'est comme ça que je me suis intéressée, en fait, vraiment au concours de beauté, etc. C'était... voilà. Et est-ce que ça a changé quelque chose à votre oui. être actrice? Voilà.
Et donc, je me suis dit, je vais me présenter au concours en tant que comédienne. C'était une manière aussi pour moi de me protéger. Pardon, j'arrive. C'était une manière aussi pour moi de me protéger. De toute façon, on est obligé de s'inscrire avec notre carte d'identité parce que, voilà. Bon, moi, je l'avais déjà un peu trafiqué parce que j'étais déjà un peu trop vieille. Donc, parce qu'il y a des... en fait, il y a déjà une sélection avant même le concours. C'est ça qui est aussi assez surprenant. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut venir de tout horizon sociaux, tout milieu sociaux différents, mais il faut quand même être toute plus haute que 1m70. Donc, et avoir toutes moins de 24 ans. Donc ça, c'était voilà, les critères ont commencé comme ça. Et en fait, ce qui m'a un peu interrogée en tant que comédienne, c'était que j'allais m'autoriser, en passant ce concours, à jouer la jeune première, quelque chose dont je ne m'autorisais pas à jouer ces rôles-là à l'école. Et là, j'allais devenir la super jeune première, quoi. Pour moi, les Miss, ça représentait ça aussi. Je me disais, ça mettait dans mon imaginaire un peu tous les fantasmes qu'on a sur les jeunes filles au cinéma, tous les fantasmes qu'on a sur les jeunes actrices, bah, je l'avais mis dans la Miss, quoi. Et en fait, ça s'est pas très bien passé, le concours. J'avais un petit a priori, on pourra en parler avec Camille tout à l'heure aussi, un peu comico-désuet de ce que c'était. Et en fait, c'était beaucoup plus contemporain et glauque que ça. Et en fait, c'est dans mon aventure, c'est là où j'ai rencontré les hommes. C'est-à-dire que en fait, les seuls hommes que j'ai rencontrés dans ce voyage-là au Pays des Miss, c'était ceux qui nous jugeaient. Parce que le jury était composé en fait de 6 personnes, dont 4 hommes de plus de 50 ans. Voilà. Donc là, c'était du coup, ça devient un peu caricaturaux, en effet. C'est un peu la sélection sexuelle. Voilà. Et donc, j'ai passé ce concours, etc. Et puis je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas... c'est plus moi en tant qu'actrice qui passe le concours, mais c'est les candidates que je n'ai pas l'impression de rencontrer en passant ce concours. Parce qu'il y a comme, quand on passe le concours, pour le coup, une vraie standardisation d'une part des corps, parce qu'on nous apprend à marcher, etc., donc à normer nos corps d'une certaine manière, à rentrer vraiment dans un rôle, mais c'est comme si, contrairement à celui d'être actrice, c'est un rôle où chaque expression doit disparaître, quoi. Chaque sourire doit devenir le même sourire, chaque regard doit être le même regard, chaque chose qu'on dit, on doit se présenter de la même façon, etc. Et ça, je me suis dit, en fait, je vois la différence. Moi, je vais être actrice, en fait, pour m'exprimer, en fait. Alors, Camille, vous avez aussi travaillé, vous avez fait une thèse sur les Miss, et vous êtes sociologue. Donc, est-ce que, de votre point de vue, vous avez rencontré des éléments qui se retrouvent dans le travail de Suzanne, ou est-ce que votre travail a touché à des questions autres? Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à justement ces critères du concours? Est-ce que ce sont des choses homogènes? Est-ce qu'il y a des variations? Est-ce qu'il y a des variations locales dans le temps, dans l'histoire? Est-ce que vous avez pu approcher ces questions-là? Oui, peut-être juste pour rebondir. Moi j'ai adoré parce que pour le coup, c'est vraiment... j'ai vraiment aimé dans le spectacle la finesse, dans la capacité vraiment à restituer les ambivalences de ces concours. Voilà, la compétition de juments, mais en même temps, c'est pas que ça. Et en même temps, les ambivalences que ces femmes ont à ces concours, en fait.
c'est un rêve, c'est un potentiel tremplin, mais c'est dur, mais c'est compétitif. Et ça, pour le coup, il y a vraiment de grandes similitudes dans ce que moi j'avais pu, dans le spectacle et ce que tu as recueilli par l'expérience et ce que moi j'avais recueilli aussi dans les témoignages, les récits, les descriptions. Pour le coup, c'est vraiment, on n'est pas passé à côté du sujet, quoi. Je pense qu'on a bien cerné quand même quelque chose qui a vraiment plein de points communs et c'est super, abordé de différentes manières. Après, sur le... je ne sais plus ce que je voulais dire. Sur la question des... plusieurs choses. Sur la question Moi, c'était un terrain d'enquête, une enquête sociologique, avec une bonne partie du terrain conduit à des niveaux qui ne sont pas les niveaux départementaux, régionaux. Okay. Ce qui fait qu'il peut y avoir des différences un petit peu sur les critères. Et alors, j'ai quand même regardé ce qui se passait autour, rencontré des personnes, fait des entretiens, etc. Mais ça montre aussi que justement, il y a la règle et puis il y a ce qu'on en fait, quoi. Je ne fais pas tout à fait 1m70, mais bon, ça va passer. En fait, on se rend compte qu'il y a une règle qui, en fait, fait l'objet de négociations à la marge, mais quand même un petit peu, quoi. Il y a ces petites marges. Et puis, il y a des diversités de critères suivant les concours. Et il y a des enjeux, en fait. On voit que c'est l'objet d'enjeux de conception. Ça recoupe aussi des segmentations éventuellement, des luttes de positionnement, parce qu'en fait, derrière, c'est aussi des associations, des gens qui défendent un petit peu soit leur association, soit leur image, soit l'image de leur ville, soit leur business. Donc, il y a tout un jeu aussi autour de ça. Mais bon, voilà, on pourra peut-être y revenir, c'est peut-être pas central. Et pour le coup, sur la place... alors, les critères ont évolué, etc. Peut-être juste un mot sur la place des hommes. C'est vrai que c'est assez flagrant apparemment dans ton expérience. Et moi aussi, sur le terrain, je retrouvais un petit peu ça. Mais néanmoins, pas complètement. En fait, il y avait des hommes présents. Mais aussi liés, que ce soit dans les organisateurs, les initiateurs ou les initiatrices de concours, il y avait des hommes. Parmi les bénévoles, suivant les équipes, il pouvait y avoir des hommes, y compris des hommes danseurs, chorégraphes qui drivaient les candidates et tout. Donc comme quoi, bon, voilà, il y a peut-être des hétérogénéités à ce niveau-là. Et après, je pense qu'ils font en fonction des possibilités. Parfois, c'est un peu bricolé, mais théoriquement, à Miss France, il y a une tentative, ça a peut-être changé dernièrement, mais vers plus de femmes et de parité. Homme-femme, ce qui est quand même à relever, parce que ça fait des années que c'est mis en place. Et, mais je trouve que voilà, ça montre aussi que c'est pas figé, c'est une organisation vachement, assez mouvante. Et voilà, et qu'est-ce qu'on demande? Je sais plus quelle était l'autre question. Non, je parlais de la diversité des critères, on en a parlé. Oui, la diversité des lieux, diversité des critères. Oui, en particulier, peut-être qu'il y a, oui, c'est ça que je voulais dire, peut-être qu'il y a une petite, des éléments qui se complètent, mais qui peuvent varier un petit peu, liés au niveau départemental, régional. Toi, c'était directement départemental? Oui. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau local, quand on est en dessous du département, les critères ne sont pas les mêmes. Et pour le coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, analysé, c'est que le recrutement social varie un petit peu. On aura peut-être l'occasion de revenir, mais pour le coup, les personnes qui démarrent au niveau départemental et régional sont peut-être pas tout à fait donc peut-être pas tout à fait les mêmes caractéristiques sociologiques que celles qui démarrent dans des échelons beaucoup plus, qui pourraient paraître beaucoup plus anecdotiques en fait au niveau, vouloir représenter sa ville ou son village, c'est encore autre chose que de représenter son département avec la visée de Miss France. Et pour le coup, pour ces critères-là, aussi pour des raisons pour pouvoir recruter large, etc. En réalité, le critère du 1m70 n'est pas forcément requis. Parfois, parfois c'est 1m65, parfois c'est 1m66, parfois il n'y a rien. Mais ce qui fait qu'on a des personnes, il y a toutes celles qui vont vers départemental, régional, national, et ça montre une espèce de sélection, une grosse étape de sélection. Mais en fait, il y a tout un autre univers aussi, des personnes qui ne passent pas cette sélection, mais qui vont trouver une autre manière, une autre expérience, une autre manière de vivre ces concours-là avec d'autres finalités. Et il y en a qui circulent.
entre les différents échelons. Oui. Voilà. Alors, j'avais posé un peu la question de la sexualité, de la sexualisation, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler à propos des autres interventions. Et donc Gabrielle Smith, qui est metteur en scène et doctorante en histoire de la mode à Paris 1, a beaucoup travaillé sur alors ce rapport entre la théâtralité et la parade, hein, la parade, alors parade au sens d'apparaître dans ses plus beaux atours, mais aussi parade qui tient aussi un peu à la parade sexuelle d'une certaine façon, hein, dans les défilés de mode, et aussi, alors là c'est beaucoup plus fortement sexualisé, dans les comportements liés à la prostitution. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail? En fait, je peux poser directement une question à Suzanne, Oui, parce que bien moi, en sûr. fait, je pensais relier mon travail sur les parades amoureuses et sexuelles à ce que fait Suzanne. Oui. Mais en fait, en voyant le spectacle, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. En fait, enfin, dans ce sens, je pourrais parler de ce que je fais aussi, mais parce que ce qui m'a frappée en voyant toute cette mise en scène des Miss, c'est qu'il y a à la fois ce travail de corps, bon, bien sûr qu'on retrouve chez les mannequins, donc le travail de démarche, de cette sorte de mise en forme du charisme et de la séduction, mais il y a une sorte de... donc le corps est sculpté, mais il y a une sorte de sculpture ou de fabrication morale par-dessus, avec cette production d'un discours qui est tout aussi formaté que le corps et qui vient comme donner un alibi en fait à toutes ces femmes plutôt charmantes et dénudées, mais qui viennent nous donner des sortes de leçons de morale en bikini, ce qui est quelque chose qui est assez étonnant. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle, il y a vraiment il y a une parade aussi, on pourrait dire, au niveau de la parole, dans le sens où il y a un art rhétorique qui se déploie et qui est aussi... Il y avait un mot qui revenait beaucoup dans votre spectacle, c'est la cause. Oui, il fallait que ces femmes aient une cause. Et elles s'angoissaient beaucoup de savoir quelle était. Alors il y avait l'adoption, mais il y avait aussi beaucoup les animaux, la SPA. Enfin, il y a toute une réflexion éthique. Oui, ça, j'ai trouvé ça très étonnant, cette importance de la morale. En fait, je connaissais assez mal le monde des Miss avant. Et c'est vrai que, si on doit parler de parade nuptiale, je me suis presque dit que c'était nuptial au sens de vraiment femme à marier, en fait. Ah oui, oui. Comme les concours de rosières qu'il y avait avant, c'était la reine du village qui était une jeune vierge qui était élue pour ses vertus, en fait. Miss France, c'est la petite amie de la France, à la base. Oui, donc, et il y a une idée de... Oui, c'est étonnant, presque de chasteté, quoi. Ouais. C'est complètement désexualisé. Oui, hein. voilà. Oui. On n'en parle pas. Dans le discours, en tout cas, c'est désexualisé. Et d'ailleurs, moi, c'est aussi dans les entretiens que j'ai fait pendant cette immersion, arriver, parce que du coup, je faisais les entretiens vraiment pas du tout comme une journaliste ou quoi, mais vraiment comme... on avait passé le concours ensemble, donc deux filles qui discutent de ce qui s'est passé, et puis venait parfois la question amoureuse aussi, sexuelle, je veux dire, quand on se pose des questions, voilà, comme ça, de manière informelle et tout. Et c'est vrai que le côté virginal était très mis en avant aussi par les candidates. Elle me disait souvent qu'elle n'avait pas connu beaucoup de garçons, etc. Vraiment... c'est quelque chose qui revenait. Et chez certaines aussi, pas du tout. Mais je veux dire, ce que tu dis, je l'ai aussi. Une notion de pureté, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Et même, je trouve que le fait que certaines d'entre elles aient pensé à faire l'armée, je trouvais ça assez étonnant et intéressant aussi. Je trouvais que c'était un peu dans cette même direction, qu'il y avait quelque chose de très traditionnaliste, très cadré, même le fait d'aimer les règles, aimer qu'il y ait beaucoup d'interdits. Ouais. Ça revient souvent, celle qui joue au rugby le dit aussi. Oui, oui. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un discours officiel qui est présenté pendant le concours et un discours qui n'est plus du tout officiel quand on casse un peu la vitrine du concours, quoi, où en fait...
chacun apparaît avec ses singularités, etc. Mais c'est vrai qu'il y a comme aussi un lissage de la parole et de la présentation de soi, quoi. Voilà. Pendant le concours. Quand même, Gabrielle, vous allez nous parler un peu de Polichinelle, Oui. et de la parade animale et humaine. Oui, je peux. Dites-nous quelques mots là-dessus. Oui, bien sûr. En fait, un des parallèles qu'on peut faire avec le spectacle de Suzanne, enfin là, la partie que vous avez vue, elle parle, du coup, mais dans la première partie du spectacle, c'est plus physique et performatif. Et il y a tout un aspect de, mise en scène clownesque de choses censées être séduisantes et glamour, disons. Et donc moi, c'est là où je fais le parallèle, mon travail sur Polichinelle, en fait, c'est travailler à partir de corps difformes, disons, enfin bossus, avec des énormes bosses devant, derrière, un immense chapeau. Et donc on a ces espèces de créatures un peu cocasses, même à première vue, avant qu'elles fassent rien, et qui vont déployer toutes sortes de stratégies d'auto-présentation et de séduction qui, par certains aspects, se rapprochent des parades humaines et par d'autres des parades plus animales, et qui vont, simplement par ces protubérances et un certain mélange des genres, devenir comiques. Donc Darwin cite beaucoup de comportements animaux qui ont l'air complètement absurdes, hein, des va-et-vient, des couleurs, des choses, et il dit voilà, et puis ça aboutit à un acte sexuel qui dure quelques secondes, et puis après ils ne se verront plus. Enfin, il y a toute une. Ça c'est intéressant, le fait que l'acte ce qu'il y a de plus intéressant dans l'acte sexuel, c'est la parade. Enfin, c'est ce qu'il y a avant, en fait. C'est le caractère cérémoniel. Et presque une sorte de liturgie, d'auto-présentation, de se montrer sous tous ses aspects, faire toutes sortes de danses, et pour à la fin, en fait, avoir un contact qui dure une demi-seconde, comme pour beaucoup d'oiseaux. Tout ça pour ça. Mais en fait, c'est ce qu'il y a avant qui est beau et intéressant. Oui, voilà. Merci. Alors, Maria Francesca, vous avez travaillé sur aussi la sexualisation et la spectacularisation de la politique, autour de la figure en particulier de Berlusconi. Alors bon, là c'est une figure masculine, mais peut-être pouvez-vous nous montrer en quoi ce travail aussi touche à la question de la théâtralité, de la parade, de la séduction à travers l'image. Merci. Oui, alors merci beaucoup pour la question et pour cette conversation qui est très intéressante et qui me reporte aux années où j'ai étudié moi-même le charisme, mais comme une forme de féminisation du pouvoir que j'observais dans l'Italie contemporaine. Et donc j'ai effectué des entretiens avec une jeune femme et même son milieu, qui est le milieu de la télévision commerciale italienne. Et donc je suis allée à Milan et j'ai fait plusieurs entretiens avec elle dans ses lieux de vie quotidienne, donc, et également avec les gens avec qui elle travaillait à l'époque, des personnes que je n'ai pas pu nommer dans ma thèse évidemment, et que j'ai ensuite publiées. Et donc il y a plusieurs questions qui me semblent qui sont à l'intersection entre, disons, mon travail et surtout le travail de Suzanne. Et donc, évidemment, c'est l'industrie du divertissement. Et il y a beaucoup de traits en commun entre l'industrie du divertissement italienne et l'industrie française. J'imagine que c'est des industries différentes en fonction des contextes géographiques et pas seulement sociaux. Et finalement, donc, c'est la manière dont l'industrie du divertissement utilise la performance de genre, qui de toute façon est là, pour façonner évidemment les normes de beauté, qui ont toujours été normes, sauf historiquement changeantes, évidemment, pour évidemment renforcer les stéréotypes du genre, mais finalement pour renforcer le genre en lui-même, puisque le genre est de toute façon une stéréotypisation
dans le cas qui m'intéressait et qui m'intéresse également dans la pièce de Suzanne, c'est une sorte de stéréotypisation des caractères secondaires de la féminité. Mais je trouve que désormais, bon, on en a déjà parlé, peut-être que ce qui m'intéresse encore plus, c'est la question des initiatives de résistance, entre guillemets, mais on pourrait appeler ça également des infrapolitiques, c'est la manière dont j'en ai parlé, qu'on pourrait décrire comme post-féministes, par exemple, pas forcément, qui émergent donc en réponse à ces normes préétablies, donc dans les failles entre les mailles de du stéréotype, des stéréotypes au pluriel. Et donc, évidemment, ce qui émerge, c'est évidemment l'utilisation de la performance de genre dans l'industrie du divertissement en général. Les concours de beauté tels que Miss Poitou-Charentes, mais Miss Italie, par exemple, comme j'ai étudié, comme exemple de la perpétuation de ces normes de beauté, mais uniquement comme des exemples, c'est-à-dire comme des pointes d'un iceberg qui finalement est un iceberg fait de quotidien. Donc c'est le quotidien qui importe dans cela. Et donc les initiatives de résistance post-féministe, je trouve ça très intéressant, qui émergent du coup même dans les rictus dans les rictus que tu montres dans ta propre performance en fait. Et donc ces formes de résistance ou infrapolitiques, elles remettent en question évidemment les normes de beauté en même temps qu'elles les instaurent finalement. Donc c'est bizarre parce que c'est un défaire le genre en même temps qu'on le fait. Et c'est toujours comme ça finalement, tu ne peux pas faire de genre sans le défaire en même temps. Et du coup, dans l'importance de remettre en question ces normes de beauté restrictives, je pense que c'est également important d'encourager et de souligner ces espèces de conversations ouvertes qu'on a tous les jours et qui sont constructives sur la diversité de la beauté et qui sont insérées à l'intérieur de l'instauration de ces normes qu'on pratique tous les jours de toute façon, parce qu'on ne peut pas presque vivre sans, quelque part, puisqu'on est culturel. Donc, et je termine, je suis particulièrement sensible à quand tu parles justement de l'importance de l'art, finalement, de l'art et de la culture, je pense, de la manière dont l'art et la culture influencer notre perception de la beauté et la capacité de certaines d'entre nous de constituer d'être porte-parole quelque part de ces formes de résistance. Et dans mon expérience, justement, j'ai remarqué qu'en tant que directrice des musées, j'ai une voix qui porte plus fort en fait qu'avant, et pas parce que j'ai changé, mais parce que voilà, le statut change. Et je pense que c'est important de profiter de notre parole pour mettre l'accent sur ces rictus. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette ouverture. Et je crois, enfin, je ne sais pas si on a 2 minutes pour conclure, pour faire un petit tour. En fait, ce qui est en jeu dans tous ces questionnements, c'est au fond l'image des femmes et ces transformations aujourd'hui. Parce que ce concours de Miss, ça, quand même, ça reflète une certaine stabilité d'une image traditionnelle. Comment est-ce que ce genre d'événements et de phénomènes interréagit avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, et comment le mouvement MeToo, par exemple, qui refuse l'instrumentalisation, la femme-objet, l'utilisation même dans l'univers du spectacle, hein, de jeunes filles qui sont donc sexuellement abusées, etc. Est-ce que les choses bougent, ou est-ce qu'on a affaire vraiment à 2 mondes complètement opaques et hétérogènes? Alors, j'ai remarqué que, en fait, c'est une récupération par
essentiellement Miss France, de justement ces paroles féministes, parce que c'est une telle révolution qu'en fait, la télévision et la production de ces émissions ne peuvent pas faire autrement, en fait. C'est vraiment le capitalisme qui mange tout, quoi, et qui le régurgite à sa sauce, quoi. Donc, c'est-à-dire que il y a quelques années, un an ou deux, Diane Lair a été élue Miss France et a dit « Je ne me suis jamais sentie aussi féministe qu'en participant à Miss France, qu'en défilant en maillot de bain devant 8 millions de téléspectateurs et spectatrices, etc. » Et en fait, je pense que dans cette parole-là, elle était tout à fait sincère, et je trouve que cette parole était très intéressante, en fait, parce que je pense que c'est toujours le problème avec ces concours, c'est-à-dire que ces concours ne peuvent pas du tout être féministes, mais à l'intérieur, en tant que candidate, avec nos motivations personnelles, on peut se présenter dans une démarche féministe, quoi. J'ai l'impression, en tout cas. Et donc il y a ce paradoxe et cette ambivalence dont parlait Camille aussi tout à l'heure, de concours, de qu'est-ce qu'on fait de ces concours, comment on s'y présente, etc. Et en fait, en même temps, on ne peut pas du tout... il y a quand même un caractère d'émancipation, en tout cas que j'ai rencontré dans la parole de certaines candidates, c'est mes armes, c'est comme ça, et j'ai envie de prendre conscience de mon corps, de choisir esthétiquement à quoi je vais ressembler, marcher, etc. Dans un concours. Donc ça, voilà. Après, pour ce qui est de MeToo dans le cinéma, moi, ce que je trouve très intéressant là en ce moment dans la parole, bon c'est un peu un autre sujet, mais ce que je trouve très intéressant dans la parole de Judith Godrèche en ce moment, c'est la déprise publique, c'est-à-dire en fait c'est comme si elle s'émancipait devant nous, en fait, et donc bien sûr il y a un travail, je pense, qui est personnel pour elle, qui est nécessaire en tant que victime, etc. Mais il y a aussi, pour nous, peut-être, la possibilité d'une fin d'imaginaire de jeunes filles dans les récits, quoi. Voilà. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter les unes et les autres? Beaucoup. Beaucoup. On doit finir? Oui, on doit finir. En tout cas, merci de nous avoir ouvert ce nouvel espace de pensée, de réflexion, hein, sur ce phénomène qui est finalement qui est là, qu'on ne pense pas, qu'on ne théorise pas, et de nous avoir ouvert toute cette possibilité de réflexion. Merci beaucoup, et merci à vous toutes pour avoir... Merci beaucoup. Merci à toutes. Si on a encore peut-être 5 minutes pour échanger quelques questions, s'il y a une question urgente, si vous avez dans le public une ou deux réactions, on peut prendre un petit temps d'échange et on pourra prolonger ensuite autour d'un petit verre. Mais d'abord, concluons, ou je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, ou s'il y en a encore à la... S'il y en a, sinon ça sera à vous, Camille. Oui. Bonsoir. J'avais une question. Quand vous faites la démarche de s'inscrire dans ce concours pour voir l'impact aussi que ça pourrait avoir sur vous et aussi observer les motivations derrière ces jeunes filles, est-ce que même si vous saviez que vous le faisiez pour point de vue théâtral, est-ce que malgré vous vous êtes pris dans cet engrenage-là, quand vous vous êtes retrouvés, enfin, j'ai pas forcément bien compris aussi parce que j'ai pas encore vu le spectacle jusqu'où vous êtes allé dans le concours, mais quand vous vous êtes retrouvés face à ce jury-là, est-ce que même cette carapace d'actrice, ils avaient encore
une emprise. Oui, complètement. Je me suis fait matrixer quand j'ai passé le concours. En fait, la compétition a eu raison de moi, j'avais envie de gagner et d'aller au bout. Alors que... Je crois que c'est ça le problème de la compétition. Et moi, j'ai pas été très très loin dans le concours. J'ai fait les photos parce qu'on doit faire un shooting. En plus, c'était pendant le Covid, donc c'était assez particulier. Mais donc j'ai fait les photos. Après, j'ai passé un premier casting et j'ai pas eu la dernière étape, quoi. Mais oui, tout est mis en place quelque part pour que personne n'apprenne à se connaître et dans un système de compétition, quoi. Donc ça marche, mais quelque part, c'est pas très différent des concours de théâtre, malheureusement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Camille, si vous avez une petite question, puis on va conclure. Alors. Oui, ben d'accord. Alors, il y en a deux dans ma question, mais bon. Ouais, peut-être pour juste revenir sur un petit peu ce qui avait été évoqué au tout départ dans la première question, je pense de Claudine, il me semble. Voilà, le fait que ce soit un espace, les concours où on a des attendus explicites en termes de beauté, que les concours de théâtre, le cinéma, les attendus soient un peu plus implicites, même si on sait que ça joue dans la carrière des femmes surtout en plus. Enfin, ben voilà, c'était un petit peu aussi dans le sillage de cette question, l'exposition au regard des autres, mais suivant des modalités différentes. Ben voilà, qu'est-ce qui comment est-ce que ça a pu, ça rejoue un peu la question, mais faire réfléchir à ces configurations où la beauté et l'apparence physique peuvent avoir une importance, mais suivant des modalités différentes dans des espaces, avec des enjeux aussi différents en termes de professionnalisation. Voilà, qu'est-ce que ça a amené? Comment est-ce que tu t'es saisi de ça pour penser peut-être la carrière aussi dans le cinéma, le théâtre, etc. Et puis l'autre bout de question, c'est les liens avec les personnes sur le terrain. Est-ce que des personnes sont venues au spectacle? Comment ça a été réceptionné? Voilà. J'ai pas vraiment fait de lien en fait avec quand même mon chemin d'actrice. Enfin, je l'ai vraiment vu comme une expérience en soi. J'étais actrice dans mon expérience, mais j'ai pas l'impression que ça a bougé énormément de choses. Enfin, en fait, ce qui a bougé des choses chez moi, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites dans l'immersion, les rencontres des autres filles qui ont passé le concours avec moi, en fait, où j'avais la démarche de faire quelque chose sur moi, en fait, et finalement, j'ai trouvé les autres un peu, quoi. Enfin, je me suis intéressée aux autres, je trouvais que c'était plus intéressant, en fait. Et sinon, les rencontres qui sont gardées dans le spectacle, parce que j'ai rencontré plus de filles qui n'y paraissent de portrait dans le spectacle, c'était vraiment en fonction de leur générosité à elles et d'implication en fait dans le projet aussi, où par exemple que ce soit le texte de la fin ou une autre fille qui s'appelle Chiara, il y a des filles qui sont vraiment comme emparées du projet pour prendre une parole aussi en fait. Et donc c'est là où j'ai rencontré mon projet, je sais pas comment dire. Voilà. Et donc, évidemment, on est toujours en lien. Évidemment, elles connaissent le travail. Évidemment, la parole qui est dite sur scène est validée par elles. Voilà, bien sûr. On va vous remercier à nouveau très vivement. Et si vous suivez le guide, on vous offre un petit cocktail pour continuer la discussion. Mais ce n'est pas ici, il faut un peu se déplacer. Donc restons en groupe si vous avez un moment pour poursuivre. Oui, non, mais merci beaucoup.